commencer. Donc, avant de laisser la parole à Marine et Delphine, que je remercie amplement de leur présence, et je sais qu'elles sont très attendues, je vais faire juste une petite introduction pour remettre un petit peu de contexte. Donc, on est là aujourd'hui pour une masterclass qui est la masterclass des bienfaisants qu'on a lancée il y a quelques mois de ça, avec la volonté de repenser un petit peu l'alimentation dans les EHPAD. Et donc, pour accompagner cette réflexion, on a décidé d'organiser une fois par mois une thématique autour de la nutrition, de l'alimentation, et de façon beaucoup plus large, tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans les EHPAD. Et donc, je remercie Marine et Delphine qui vont nous parler aujourd'hui de droit, de dignité, mais aussi d'éthique. C'est un sujet qui est ultra important pour nous, puisque toute la démarche des bienfaisants est partie finalement de ça, de qu'est-ce que voulaient les résidents manger au quotidien. Donc, ça fait vraiment sens pour nous d'organiser cette masterclass aujourd'hui. Rapidement, parce que je ne veux pas perdre trop de temps, mais simplement pour vous représenter Avisé. Donc, moi, je suis Aline Victor, je suis diététicienne de formation. J'ai créé Avisé, qui est un cabinet de conseil spécialisé en nutrition santé, il y a à peu près 2 ans, avec vraiment un constat de départ qui était de dire que finalement, on a un peu trop médicalisé l'alimentation aujourd'hui et de façon générale, la santé est souvent vue sous un prisme médical avec cette logique de prescription, mais aussi cette logique de restriction, d'allégation de santé qu'on voit un petit peu de partout, ce qui nous a fait perdre un peu le sens même de pourquoi on mange. Finalement, on mange aussi avant tout par plaisir. Et donc voilà, donc la mission, une des principales missions de la visée, c'est de vraiment agir pour une santé globale où j'ose espérer que manger va redevenir plutôt un choix et qu'on se libère complètement des injonctions, qu'on soit respectueux de nos besoins, de nos envies, mais aussi de nos capacités. En tout cas, c'est pourquoi Avisé a créé les bienfaisants aujourd'hui dans le domaine des EHPAD. Alors, Avisé, c'est aussi une société de conseil qui pense à la santé des femmes. Et donc, Avisé, on a créé une communauté qui s'appelle Révèle, qui a pour objectif d'accompagner les femmes, et notamment les femmes de plus de 40 ans. Donc, vous voyez qu'on est aussi dans cette logique préventive aujourd'hui, ont fait le choix de se libérer de ces injonctions pour essayer de retrouver du plaisir et du respect dans leur alimentation. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le sujet de cette masterclass. En tout cas, c'est aussi la santé des personnes fragiles, puisque l'objectif de la cuisine bienfaisante, c'est de repenser l'alimentation au travers de 2 questions. Qu'est-ce que veut manger le résident, au sens vraiment pratico-pratique? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mon assiette? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en termes de choix de plats? Et puis, qu'est-ce qu'il peut manger? Puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes fragiles, parfois lourdement dépendantes, et que la capacité peut être altérée, et qu'effectivement, entre leur volonté et ce qu'ils sont en capacité de manger, eh bien, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est vraiment l'objectif de la démarche cuisine bienfaisante. Voilà, et donc forcément, quand on parle d'alimentation, il y a un sujet qui nous revient sans arrêt quand on va sur les EHPAD, c'est oui, ok, j'entends, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est dans les règles de ce que moi, en tant que directeur d'EHPAD ou en tant que cadre de santé ou en tant que cuisinier, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Et donc, c'est en parlant avec Marine et Delphine que je me suis dit, ça serait intéressant d'aborder ce sujet. Alors, pas uniquement sur le volet du droit, parce qu'il y a le droit réglementaire, bien sûr, mais il y a aussi le droit de la personne, ses propres choix, et c'est la question de la dignité de la personne. Donc, c'est tous ces sujets qu'on va voir aujourd'hui avec Marine et Delphine, que je remercie amplement d'être là. J'ai juste repris cette petite phrase que j'ai vue passer sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. J'ai vraiment aimé cette phrase. Je ne sais pas si on aura une réponse, voilà, en tout cas de cette phrase, mais j'ai trouvé hyper intéressante. Et donc, je trouvais que ça introduisait bien cette masterclass. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos 2 expertes, Marine et Delphine, qui vont se présenter chacune à leur tour. Et puis ensuite, on va passer à la masterclass avec un petit rappel généraux, puis ensuite des petites questions que je vais leur poser. Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Marine. J'allais dire, vas-y, Delphine. Bonjour à tous, Marine Guillet, donc je suis consultante dans le secteur du médico-social. J'accompagne en fait les établissements dans leurs grands projets, que ce soit projet d'établissement, projet associatif. À l'époque où on faisait encore des CEPOM, j'accompagnais aussi
cibler les objectifs des CPOM, etc. Je suis juriste de formation, titulaire d'un master 2 de droit privé. Donc, quand je me suis réorientée et que j'ai fait mon master de management des unités médico-sociales, il était logique que je rallie les deux wagons. Et donc, je me suis retrouvée à dispenser aussi des formations en regard du droit. Droit et liberté des personnes accompagnées. Ça peut être également bientraitance, éthique. Avec Delphine, on mène un grand projet de liberté, sécurité, responsabilité, à savoir comment justement concilier en fait les droits, les obligations, la responsabilité de chaque acteur dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour le maximum de sécurité, mais aussi pour le maximum de liberté. Voilà pour ma part. Très bien, bonjour à tous et bonne année. Donc, moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, d'autant plus ravie que là, je suis avec deux amies et puis deux collaboratrices avec qui, justement, on mène d'un côté ces séminaires formation sur liberté, sécurité, responsabilité. Mais avec Aline aussi, on a une super formation qui s'appelle Boire et manger et qui rejoint bien ce qu'on va raconter aujourd'hui. Voilà, je suis donc anthropologue, spécialiste en gérontologie, ex-responsable à la Haute Autorité de Santé des recommandations de bonnes pratiques, donc je connais bien. Et la phrase dont tu as parlé, à mon avis, elle est extraite d'une des une fiche repère sur les normes HACCP. Voilà. Très Parce bien. que quand on a écrit ces recommandations, finalement, on les a pris à l'envers, c'était beaucoup plus simple. Et finalement, il n'y a pas tant d'interdits que ça. Alors, du coup, je vous laisse la main, hein. Je vous fais passer les slides. Vous me dites quand vous voulez que je les passe les unes derrière les autres. Donc, je vous laisse la main là-dessus, mesdames. Voilà, moi, je veux Alors, bien du coup, intervenir sur cette première slide allez-y. qui rappelle en fait les droits et libertés de la personne accueillie et que souvent, finalement, tout au long de l'accompagnement, même si ces chartes sont rappelées, affichées, données dans le livret d'accueil, peut-être que d'aller en fait au plus loin possible dans les libertés, c'est pas toujours respecté. Le droit à l'autonomie, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut débattre, mais à mon avis, justement, le fait qu'on parle plutôt de résidents que d'habitants, mais déjà en situation de dépendance, et je pense aujourd'hui qu'au-delà même d'appeler l'ensemble des habitants ou des personnes âgées ou des résidents, je pense qu'il faudrait remettre le citoyen, et c'est bien d'avoir le droit à la protection. Mais je pense que vraiment, il vaudrait mieux insister sur le droit à l'information et le droit à l'autonomie et à la liberté. Alors du coup, je rajouterais certainement que c'est comme ça que je commence la plupart de mes interventions, que ce soit en établissement ou pendant les formations. C'est de dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on vieillit ou parce qu'on devient dépendant qu'on perd notre nature d'être humain. Et en tant qu'être humain, nous avons des droits et des libertés. Pourquoi est-ce que cela s'effacerait avec le temps? C'est une bonne question. Tout simplement parce qu'il y a un lien, il y a une vulnérabilité qui se met en place et nécessairement la loi est donc venue réaffirmer des droits qui en fait existent déjà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que nous sommes tous détenteurs des droits que nous allons aborder aujourd'hui. Au regard de la charte des droits et libertés en elle-même, en fait, cette charte, c'est une redite, mais un petit peu plus explicite que ce que la loi dit déjà, l'article 311-12 du Code de l'action sociale et des familles, avec celle d'une loi. En fait, cette charte, elle vient juste décliner ce que cet article dit déjà. Donc, les droits des résidents, en fait, ce sont tous les droits que nous avons déjà. Et comme tu le dis, Delphine, c'est le droit d'être citoyen avant toute chose et donc d'avoir des droits et des devoirs aussi également. Pour rebondir juste sur la petite phrase que dit Aline tout à l'heure, qui est tout ce qui n'est pas autorisé, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. En fait, en droit pénal lui-même, on appelle ça le principe des délits et des peines. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'infraction sans loi. Donc, s'il n'y avait pas de loi qui disait c'est interdit de tuer, entre guillemets, on pourrait tuer. Donc, c'est de ça qu'en fait c'est venu, c'est que si le texte ne dit rien et si la jurisprudence n'a pas tiré d'information d'un texte, cela veut dire qu'on peut le faire. Donc, cette phrase est tout à fait adaptée. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si ça s'entend. Aline, tu passes à la diapo suivante Oui. peut-être?
Pardon, Oui, excusez-moi, j'ai reçu un appel, je ne sais pas si ça s'est entendu partout, mais oui. Non, Pas de ça va, ça va. souci, pas de souci, t'inquiète. Donc, je vous laisse voilà, peut-être présenter la différence entre justement une loi et une recommandation, même si vous avez commencé un petit peu à en parler, mais peut-être préciser voilà, les choses. Je pense que je te laisse répondre, Marine. ouais, tout à fait. Alors, voilà, hop, je préviens juste de ne pas me rappeler, merci. Donc la différence, en fait, donc la loi impose, c'est-à-dire que les recommandations en elles-mêmes n'étant pas issues de la loi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, C'est bon? Oui, Ok. parfait. Donc, les recommandations n'étant pas issues de la loi, si vous voulez, elles n'imposent pas, c'est-à-dire qu'elles vont fixer des standards de qualité, ça va être un petit peu un curseur, là où la loi va ne pas préciser les choses, et c'est normal puisque la loi est impersonnelle et générale, puisqu'elle doit pouvoir venir s'appliquer à tout le monde. Il faut évidemment des petites nuances, et donc ces recommandations viennent préciser certaines choses. Le juge en lui-même, quand il va se retrouver face à une situation ou un des cas, par exemple, qu'on pourrait étudier tout à l'heure, va s'appuyer sur ces recommandations, mais comme un curseur. La charte elle-même, par exemple, ce n'est pas une source de droit au sens strict, elle est citée par la loi et donc le juge va venir s'y raccrocher pour analyser en fait la situation en elle-même. Cette charte-là, par exemple, et les recommandations, elles vont constituer un cadre éthique et déontologique pour la profession, en quelque sorte. Que ce soit juge administratif pour les établissements publics, que ce soit le juge civil privé pour les établissements, les autres formes de structure, ça va être la même façon de fonctionner. Le juge va utiliser la loi en première intention, puis va se référer aux recommandations, à la charte, etc. La charte, ce qu'elle dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu une redite de l'article L311-3. La distinction en fait entre loi et recommandation, elle se fait ici. Donc ça reste important, puisque de toute façon, ça va être pris en considération. Voilà, juste rajouter que finalement, les recommandations aussi de bonne pratique, elles sont là justement pour cadrer, encadrer, pour guider, pour justement pas basculer vers quelque chose qui relèverait du pénal. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'encadrer les choses, de recommander. Et dès lors que finalement, si on arrivait à mettre 100% des recommandations de bonne pratique en route dans chaque établissement, je pense qu'on n'aurait aucun problème. Toute la difficulté vient qu'il y en a beaucoup et qu'il y a beaucoup de situations aussi particulières. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on répondra à la fin. Donc, moi, bien sûr, j'avais plein de questions à poser à Marine et Delphine, donc je me suis permise de leur poser en amont, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en parallèle à les mettre dans le chat. Alors, première question que je vais vous poser, mesdames. Donc là, on a essayé de prendre des situations assez concrètes hein, que les personnes travaillant en EHPAD peuvent rencontrer. Donc, première situation, un résident fait une fausse route avec une tarte aux pommes alors qu'il avait une prescription médicale notée mixée. Qui est le responsable dans cette situation et qu'est-ce que, entre guillemets, le responsable risque dans ce genre de situation? Je te laisse commencer, Marine. Ça marche. Alors, on essaye de procéder par étapes, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être méthodique. On va essayer déjà de trouver en fait les droits des personnes accueillies qui sont en rapport avec cette question. On va toujours se référer à l'article L311-3 du CSF qui pose qu'en fait l'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne accueillie en SMS et va lister ses droits. La Charte des droits et libertés, qui est donc une déclinaison de cet article, va nous rappeler qu'il y a un droit à une information adaptée, le droit de participer aux décisions et de choisir ses prestations, la possibilité de renoncer à une prestation ou d'en demander la modification. Ensuite, on va s'attacher à aller un petit peu plus précisément et on va aller regarder les recommandations de bonne pratique professionnelle. On a dans les recommandations, par exemple, cité le respect des goûts, des habitudes alimentaires, du rythme du résident. Mais les recommandations nous indiquent également qu'il faut respecter une alimentation plaisir qui favorise le lien social et que ce ne soit pas qu'un acte de prévention, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'un acte un petit peu clinique et médical que le fait de manger. On a même le défenseur des droits, on peut continuer à aller regarder dans différentes sources qui nous rappellent que ces droits traduisent une prise en charge adaptée via un projet personnalisé qui articule liberté de choix des prestations et mission de protection en établissement. Côté santé, on a l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui va nous dire qu'aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui peut retirer son consentement à tout moment.
Donc, l'alimentation, donc on va prendre tout ça et on va dire, OK, donc l'alimentation fait partie des soins de base dans les référentiels gériatriques, etc. Et c'est un enjeu aussi de droits fondamentaux, de dignité, d'autonomie, de choix de vie, autant qu'un enjeu de sécurité à partir du moment où la personne peut avoir un problème de déglutition ou autre. On met cela en balance avec cette fameuse obligation de sécurité et de gestion des risques alimentaires qui va peser sur l'établissement lui-même puisqu'il accueille la personne. Donc, l'établissement a une obligation de sécurité et de moyens renforcés, comme vous devez le savoir, une obligation d'organisation et de fonctionnement qui doit être conforme aux conditions minimales, une obligation de prévention sur la nutrition, la déshydratation, les fausses routes. Tout ça se retrouve dans les fiches repères de la Haute Autorité de Santé, notamment mauvaise nutrition, dénutrition et déshydratation, et la nutrition chez la personne âgée. Il y a un consensus sur le fait que l'alimentation et l'hydratation sont considérés en soi comme des soins, avec un repérage systématique des risques associés et une adaptation des repas et de l'environnement des repas. Ainsi, en cas d'accident de type fausse route grave, les responsabilités peuvent être civiles ou administratives, c'est-à-dire qu'on va venir chercher la réparation du dommage s'il y a une faute qui est prouvée, que ce soit une faute de défaut d'organisation, que ce soit une erreur de soins. Ça peut être aussi en soi une responsabilité qui est pénale avec des blessures involontaires, voire malheureusement des homicides involontaires s'il y a eu des suites graves à cette fausse route. Ça peut être aussi des sanctions qui soient disciplinaires, puisque pour les professionnels de santé, ça peut être, par exemple, ordinal, si c'est l'ordre des médecins, etc. J'ai trouvé, du coup, en recherchant parmi ces questions, un arrêt de la Cour de cassation inédit à propos d'une fausse route qui a été mortelle sur un croissant à l'hôpital. La Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en France, rappelle que l'établissement n'est responsable que s'il est démontré un défaut d'organisation ou de fonctionnement, la fausse route en elle-même n'étant pas en soi une faute. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important à préciser. Cet arrêt date du 30 novembre 2016. Les juges ont donc conscience qu'en fait, il existe un aléa et que la vie ne peut pas être complètement encadrée et responsabilisée, d'accord ? On ne juge donc pas le résultat, c'est-à-dire la fausse route, mais toutes les conditions de sécurité et d'organisation qui sont mises en place autour de ce qui s'est passé. Ainsi, on va décliner en fait qui fait quoi dans ce moment de la personne est en train de manger. On a le rôle du chef d'établissement qui est responsable de l'organisation, qui, selon le Code de l'action sociale et des familles, a l'obligation de se doter d'un médecin coordinateur et d'organiser les soins. Selon les décrets et les circulaires, ces soins et ces missions sont encadrés. Les recommandations de bonne pratique exigent aussi une organisation qui garantisse la sécurité, mais aussi la personnalisation des soins, dont la nutrition. Donc, le directeur est responsable de quoi? De la politique alimentaire et nutritionnelle qui va être intégrée au projet d'établissement, projet de soins, projet hôtelier, comment les choses se mettent en place en fait à ce moment-là pour garantir une alimentation maximale. Il va être responsable du choix et du pilotage du prestataire de restauration. Est-ce qu'il y a une cuisine intégrée? Est-ce que c'est un prestataire extérieur? Est-ce que les règles de normes HACCP, tout le pack, est-ce que le pack hygiène est bien respecté? L'organisation interne, tout ce qui est procédure écrite pour la prescription, la transmission, l'application des régimes, etc., ça va être aussi dans le paquet pour le directeur. Tout le dispositif de repérage des troubles de la déglutition et de la dénutrition, tous vos protocoles en fait en soi, et toute la formation du personnel, qui évidemment est un point déterminant. Il va être aussi responsable de quoi? De la gestion des risques. Y a-t-il une analyse d'événements indésirables? Y a-t-il des plans d'action? Une mise à jour des procédures? Donc sa responsabilité, en fait, la direction, elle va être engagée qu'en cas de défaut structurel ou organisationnel. Pour le médecin coordonnateur, par exemple, c'est lui qui va organiser et coordonner l'évaluation gériatrique et tout le projet de soins. Donc, c'est à lui de venir en fait impulser toute cette politique. Il va animer, par exemple, la commission de coordination gériatrique et donc va impulser en fait des grandes tendances pour que la prise en soin dans son établissement soit la bonne. Il n'est pas médecin traitant des résidents, même s'il peut prescrire. Donc, sa responsabilité personnelle, elle va plutôt être côté qualité de l'organisation des soins et le respect de ces missions, en fait, qui sont encadrées par les textes. Donc, en pratique, une fausse route qui va être répétée ou un accident grave, on pourra lui reprocher quoi au médecin coordonnateur? De ne pas avoir mis en place les protocoles de repérage, de ne pas avoir alerté le directeur ou la commission de coordination sur les dysfonctionnements, ou de ne pas avoir organisé la formation et la réflexion de l'équipe autour, en fait, de peut-être une texture modifiée ou des compléments alimentaires qui puissent être adaptés.
Le droit de prendre des risques, c'est-à-dire le droit de manger, c'est voir si le résident est capable en fait de discernement. C'est-à-dire que si cette personne a voulu manger cette tarte aux pommes, était-elle en capacité de réellement vouloir en fait ça, ou est-ce qu'on est dans un trouble cognitif, dans par exemple une répétition de manger, j'ai voulu manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me remplir, etc. Donc, face à ce risque, en fait, il y a une évaluation qui va être faite par, en général, le médecin traitant, avec le médecin coordonnateur, de savoir si la personne est en pleine capacité. Donc, il est normal de vouloir manger cette tarte aux pommes, même si ce n'est pas bon pour la personne, mais il faut pourquoi? Il faut faire quoi? Il faut évaluer la capacité à consentir, c'est la première chose à faire. Il faut donner une information claire au résident ou à l'habitant, il faut lui dire les risques, si vous faites ça, voici les alternatives que nous pouvons vous proposer, quels sont les impacts sur votre qualité de vie, mais c'est aussi tracé. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu actuel, hein, la preuve, prouvons toujours ce que nous sommes en train de faire, pour si jamais un jour le risque de responsabilité devant les juges se concrétise, de pouvoir dire ah oui, non, mais moi j'avais bien fait ça, bien fait ça, bien fait ça, d'où une sensibilisation accrue auprès des équipes de tracer tout ce qui se passe, mais aussi d'avoir proposé des mesures d'atténuation. En fait, est-ce que finalement ce contexte de repas avait pu permettre que la tarte aux pommes soit mangée comme il le fallait? Est-ce qu'il y a eu une surveillance? La personne a voulu la manger même si elle n'aurait pas dû, mais était-on à côté pour le vérifier? A-t-on tenté de faire des compromis? On a proposé un aliment autre que la personne pouvait aimer, qui aurait été plus adapté? Et a-t-on réévalué régulièrement ce qu'il se passait? Donc, en fait, une application concrète à la question, tout va dépendre, en fait, des faits et des preuves qui ont été collectées. C'est-à-dire que les juges vont raisonner via ce qu'on appelle un faisceau d'indices et il va se poser des questions. Est-ce que la prescription initiale était claire et valide? La prescription de ne pas manger ça, ou la prescription de manger mixé ou haché, etc. La prescription avait-elle été correctement transcrite dans un logiciel métier, par exemple? Que s'est-il passé exactement le jour J? Qui avait servi la tarte? Le prestataire avait-il respecté la liste des textures? Qui accompagnait le résident au moment de l'ingestion? Et au niveau de l'organisation générale, y avait-il un protocole écrit sur la gestion des textures, sur pouvons-nous proposer quelque chose d'autre, etc. Le personnel était-il formé, bien évidemment, même question. Ainsi, on pourrait mettre quelle sorte de responsabilité en cause si vraiment on en arrivait là? On pourrait mettre la responsabilité du médecin traitant qui n'a pas bien prescrit, par exemple. On pourrait mettre en cause la responsabilité du directeur d'établissement s'il n'y avait pas de protocole sur les textures, pas de système d'identification des résidents à texture modifiée. Les équipes n'ont jamais été formées à ce genre de problématique et où la transmission n'est pas du tout, par exemple, quelque chose de naturel dans l'établissement. Est-ce que l'organisation en place n'a pas été respectée par le salarié? C'est alors le pouvoir disciplinaire du directeur que de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir sanctionner et ensuite former ses équipes pour que ça ne se reproduise pas. Le prestataire de restauration pourrait être lui aussi, pourquoi pas, mis en cause s'il n'a pas respecté la liste des textures qui était existante, si les procédures HACCP n'étaient pas bonnes, et contractuellement vis-à-vis de l'établissement, il pourrait y avoir un sujet. Et pénalement, évidemment, puisque c'est une responsabilité personnelle, il pourrait être mis en cause s'il y avait un délit qui était un délit ou un crime, une infraction qui est identifiée. Le droit de manger de la tarte, en fait, il ne faut pas oublier que la personne est censée être autonome et que même si elle est par exemple sous tutelle ou qu'on voit qu'il y a un défaut de discernement, on doit toujours venir rechercher tous les éléments possibles pour essayer de comprendre ce qu'elle veut, de comprendre quel est son consentement. Et ça peut passer aussi par des petits signaux qui soient comportementaux, qui soient verbaux. Vous connaissez en fait en général vos habitants, les personnes que vous accompagnez, les professionnels les connaissent. Ça veut dire si là on est dans un refus ou dans une volonté qui n'est pas logique ou si la personne veut ou ne veut pas. Donc pour articuler la liberté et pour assurer la sécurité, il faut de toute façon informer et expliquer de la part du médecin, de la part des équipes, évaluer toujours le discernement de la personne et évidemment tracer. Si malgré cela, l'équipe n'a pas à respecter les règles et qu'il n'y a pas de défaut d'organisation, il peut n'y avoir aucune mise en cause de la responsabilité. Il ne faut pas oublier qu'il existe un aléa et il est OK. Alors juste, Merci pour ce ouais, alors très juste, détaillé, merci. on voit qu'à cette première question, il y a quand même, voilà, énormément, d'éléments, qui
qui permettent finalement de mettre en pratique les bonnes pratiques avec cette traçabilité. Au cœur, toujours la personne finalement, il avait peut-être une prescription, mais vraiment, est-ce que il a accepté cette prescription et est-ce qu'il était bien informé de cette prescription et est-ce que vraiment il l'a acceptée? Et je dirais que cette question et la question que tu poses à la fin, donc qui est responsable et qu'est-ce que le responsable risque? C'est la question que tout le monde se pose et qui, à la fois, dans la mesure où on ne connaît pas forcément la réponse, ça crée, c'est une situation extrêmement anxiogène pour les professionnels, du coup, qui vont, se protéger, au maximum et peut-être, Ne limiter, pas faire. Ouais. enfin, protéger au risque de diminuer, l'envie, de manger puisque là, évidemment, cette tarte aux pommes, donne extrêmement envie de croquer dedans vu l'heure en plus, mais donc voilà. Et qu'est-ce que je dirais de plus? Je dirais que, justement cette crainte que l'ensemble des professionnels ont, mais qui est aussi une crainte des familles et probablement des personnes elles-mêmes, eh bien ça peut faire aussi, l'objet d'un comité éthique et d'une réflexion, pour savoir finalement comment on va, prendre en compte ce problème entre l'envie de continuer, de manger en fait des choses qui sont pas forcément mixées et la sécurité de la personne. Donc je pense qu'aussi le cadre éthique et la réflexion éthique, elle doit être au cœur de ce type de questionnement et je pense qu'aussi c'est important à un moment donné que, la personne soit, vraiment interrogée là-dessus, mais qu'on puisse aussi avoir un maximum d'échanges avec les familles. Merci. Donc, deuxième cas pratique. Là, on a une résidente qui se retrouve hospitalisée à cause d'une déshydratation. Le personnel dit ne pas avoir eu d'eau épaissie à donner. Que dit la loi? Alors là, du coup, en fait, là, ça va directement être un indicateur de défaut d'organisation si effectivement il y a une problématique sur le fait de pouvoir s'approvisionner en eau, tout simplement. Dans la grande majorité des cas, la responsabilité première, elle va être organisationnelle hein, face à cette question, c'est-à-dire que la direction va avoir eu un défaut de gestion des stocks et le prestataire, par exemple, va avoir eu un défaut d'application du contrat, tout simplement. En soi, l'équipe, en fait, elle ne peut pas être tenue seule responsable si l'établissement n'a pas fourni les moyens matériels à ce qu'ils puissent remplir leur mission pour pouvoir apporter les bons soins aux personnes. Euh, L'absence d'eau, hein, en fait, en soi, hein, c'est jamais une fatalité acceptable. C'est-à-dire que c'est forcément un défaut d'organisation et donc nécessairement la responsabilité de l'établissement. La déshydratation, c'est un indicateur de défaillance du système. Ça déclenche forcément une analyse d'événements indésirables pour pouvoir savoir quel a été en fait le point dans cette chaîne de personnes qui a été défaillant et si c'est un problème d'approvisionnement initial, d'oubli de passer une commande, de tout ce que vous voulez. Finalement, en fait, la responsabilité, elle dépend de toujours un peu cette chaîne de savoir, ça a été prescrit, ça a été ensuite organisé, ça a été ensuite délivré et ensuite on a surveillé tout ce qui s'est passé. Et on ne va jamais engager la responsabilité d'un professionnel uniquement parce qu'il était présent et qu'il n'a pas eu le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. On va toujours engager la responsabilité s'il y a une faute, un préjudice, qui a été donc, cette déshydratation grave qui a mené à une hospitalisation, et entre les deux, un lien de causalité. C'est-à-dire que c'est vraiment la faute, c'est-à-dire la problématique de défaut de passer une commande qui a causé la déshydratation chez la personne, et c'est pour cette façon-là qu'il y a un lien entre les deux et c'est ce fameux lien de causalité qui va déterminer en fait l'engagement de la responsabilité. On n'oublie pas hein, que le refus est un droit. Si par exemple la personne avait refusé de prendre l'eau parce qu'elle n'aime pas l'eau gélifiée par exemple, il ne faut pas oublier que la personne peut tout à fait refuser cette mise en œuvre. Donc là, on peut repartir encore une fois de cette même chaîne de responsabilité. Le médecin traitant prescrit, le médecin coordonnateur organise et coordonne, la direction met à disposition, l'équipe soignante met en œuvre, l'équipe de cuisine fournit et distribue, et le résident décide et participe. Donc, nécessairement, en réponse à cette question, qui est le responsable? Le médecin sur la décision thérapeutique, le médecin sur l'organisation des protocoles, la direction sur les moyens qui ont été mis à disposition. Voilà pour ma part.
Ok. Alors comme c'est sur les eaux épaissies, en tout cas, je pense que ce qui peut être intéressant pour lutter contre la déshydratation, ça va être justement de mettre en œuvre. Beaucoup d'établissements ont le problème l'été en cas de forte canicule, etc., où on force un peu les gens à boire de l'eau, vous devez vous hydrater, etc. Il y a une vraie pression aussi par rapport à se prendre soin des habitants et que, en fait, si on met en place une animation qui va être extrêmement ludique autour de jus de fruits, de distribution de glace, etc., on va pouvoir en fait réhydrater les personnes autour d'une activité qui donne envie en fait de boire alors même que profondément, je ne ressens pas cette envie de boire. Mm. Une résidente Alzheimer refuse de manger tout ce qu'on lui est proposé. Elle perd du poids du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, du jour en jour. La famille porte plainte. T'as pas La ton rési- micro, Ouais, Marine? micro est coupé. Ça y est. Voilà, excusez-moi. Donc j'imagine que dans la question porte plainte, on parle de quelle responsabilité va être engagée, parce que c'est vrai qu'on dépose une plainte uniquement au pénal. Par contre, on peut tout à fait engager une action au civil aussi pour obtenir la réparation du préjudice. Ce sera de façon pécuniaire, bien évidemment. On peut aussi faire une réclamation, je sais pas, appeler un dépôt de plainte, ça peut être aussi, je sais pas, auprès de l'ARS, ça peut être auprès du conseil départemental, du défenseur des droits, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Dans les fondements possibles de responsabilité, on va avoir la responsabilité civile ou administrative de l'EHPAD qui va être recherchée dans la faute dans l'organisation ou la prise en charge, tout simplement. Une absence de pesée régulière, une absence d'alerte médicale, malgré la perte de poids, une absence d'évaluation, un défaut de mise en œuvre des recommandations nutritionnelles. On pourrait aussi avoir la responsabilité du médecin traitant, par exemple, qui n'a pas mis en œuvre ce qu'il fallait de clinique face à ce refus de manger qui lui aurait été signalé, ou la responsabilité encore du médecin coordonnateur sur la politique nutritionnelle de l'établissement. Ou évidemment cette fameuse responsabilité pénale si, in fine, il y a une mise en danger délibérée d'autrui avec une faute caractérisée, une non-assistance à personne en danger face à tous ces mots qui font peur, face à cette perte de poids qui affole la famille. En pratique, on retombe toujours un peu sur cette chaîne de décision et d'action. On n'est pas seul responsable dans un établissement et c'est pour ça que c'est pluriprofessionnel et pour l'intelligence collective et la bonne prise en charge des personnes. Entre l'acharnement nutritionnel et l'abandon, hein, le droit nous demande une chose, c'est de démontrer que nous avons tout mis en œuvre dans le respect de la personne et de sa famille pour comprendre ce refus alimentaire, y répondre de manière proportionnée et l'accompagner s'il devient le signe aussi de la fin de vie. Hein, évidemment, c'est une situation que l'on a au quotidien ou parfois tout simplement le corps se met en préphase et évidemment à ce moment-là on refuse de manger, ce qui souvent peut affoler puisque l'on est dans l'inaction, mais mais qui est un fait et qui est voilà. Donc, est-ce qu'on peut, je me suis posé la question de est-ce qu'on peut décider à la place d'une personne Alzheimer, c'est-à-dire est-ce que du coup finalement on peut la forcer à manger parce que c'est un peu cet enjeu où on se retrouve face à est-ce un défaut de conscientisation du fait de devoir manger ou est-ce que finalement c'est quelque chose de clinique et physique, la personne ne peut plus. Donc en fait la personne qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et notamment la maladie d'Alzheimer, si elle peut encore exprimer une volonté compréhensible. Encore une fois, vous connaissez vos personnes accompagnées et vous les voyez souvent décliner aussi dans la maladie et avancer dans cette neurodégénération. Si vous voyez qu'elle peut encore décider, c'est elle qui va décider, même si elle est sous tutelle ou sous habilitation familiale. Le tuteur et la famille ne peuvent pas remplacer sa volonté. C'est la logique du Code civil, où le Code civil nous indique, dans la mesure où son état le permet, on doit prendre en considération, on doit rechercher sa participation, ce que prend aussi en compte le Code de la santé publique. Si la personne est désorientée, elle refuse les soins et on voit qu'elle n'a plus la capacité et la possibilité de comprendre, c'est acté par un médecin, on considère qu'elle est hors d'état d'exprimer sa volonté et on applique alors l'article L11-4 du CSP. C'est le médecin qui va consulter la personne de confiance, si elle existe, sinon la famille, sinon un proche, sinon le tuteur, etc.
Dans ce cas, c'est la personne sollicitée va donner un avis, mais ce n'est pas un pouvoir de décision absolu puisque le médecin va rester celui qui prendra la décision de l'indication médicale adaptée à cette situation. Si il y a des décisions médicales qui sont lourdes, en fait, je pensais notamment à l'alimentation artificielle ou la limitation ou l'arrêt thérapeutique, etc. La loi prévoit une procédure médicale collégiale selon le Code de la santé publique et parfois l'intervention du juge à la protection des majeurs si la décision relève d'un acte grave, si la personne est protégée ou sous tutelle. Donc, un résident Alzheimer qui refuse de manger tout ce qui lui est proposé, cela dépend encore une fois du contexte, cela dépend de l'avancée de sa maladie, cela dépend de s'il y a un processus de fin de vie qui est en cours. Et évidemment, l'affolement familial est normal. Et là, on part un peu dans le côté psychologique, mais l'inaction face à cette maladie est très difficile puisque c'est naturel chez l'humain de vouloir faire. Et évidemment, quand on voit que rien ne se passe, ça affole. Mais pas de panique, les juges en ont conscience. Donc moi, pour compléter, donc une résidente Alzheimer qui refuse de manger tout ce qui lui est proposé, eh bien ça, là aussi, on va arriver sur une réflexion pluridisciplinaire qui peut relever aussi d'une réflexion éthique. Moi, je pense qu'il va falloir travailler, en fait, avant que la famille porte plainte, c'est de travailler avec la personne et avec la famille, réorganiser peut-être un petit peu tout le contexte autour de la personne pour aussi peut-être lui donner envie de nouveau de manger. Donc ça va être dans cette situation, je vais vraiment travailler avec les familles pour voir ce qu'on peut mettre en place justement pour essayer de redonner le goût et l'envie de manger à cette personne. Peut-être changer le cadre si si elle mange fréquemment dans un restaurant collectif bruyant, etc. Peut-être se retrouver dans des espaces en fait un peu plus calmes. Essayer d'insister sur les repas qui lui plaisent le plus, peut-être que si c'est au petit déjeuner qu'elle a plus d'appétence, et bien peut-être mettre en place un petit déjeuner plus orienté plaisir, et en tout cas essayer enfin d'inclure vraiment la famille au plus tôt de cette réflexion et aussi de s'appuyer peut-être sur le projet personnalisé, arriver à mieux comprendre, à mieux la connaître, mais connaître aussi les évolutions à la fois avec sa maladie et peut-être que justement certains aussi médicaments peuvent changer complètement le goût des aliments, voir si dans les médicaments qui ont été distribués, il n'y a pas eu ce changement qui fait que la personne désormais refuse de manger. Le reste, Marine, comme tu as tout dit, voilà, je ne vais pas rajouter, voilà. Mais un petit peu, je travaillerai d'emblée avec la famille et sur le contexte et l'environnement autour de la personne. Merci. Donc ça, c'est une question pour Delphine parce qu'elle l'aime bien. Les résidents aimeraient avoir du pain grillé le matin. Le directeur ne veut pas pour des raisons de sécurité, peur de brûlure, risque d'incendie. Oh, puis on a des biscottes tellement bonnes, je ne vois pas le problème. Marine, on t'entend pas. Si, si, c'est Vous bon. m'entendez pas? Si, si, ça Voilà, y là, est, je ça y est. t'entends. Vas-y, Delphine, je te prends pas la part là-dessus. Ah mais voilà, bah, en tout cas, voilà, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc vive les grille-pains. Voilà, il va falloir cadrer effectivement qui y a accès, etc., pour protéger, sécuriser, limiter les incendies. Bon, la brûlure, c'est un risque qui peut arriver absolument partout. Donc, au contraire, enfin, je crois qu'il faut penser le grille-pain comme quelque chose qui va déclencher l'envie de manger des odeurs extrêmement positives, euh, qui va rappeler finalement, alors là, complètement le virage domiciliaire, c'est vraiment un outil auquel je crois beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit dans les établissements qui le mettent en place dans des espaces un peu collectifs. Eh bien, les gens se lèvent, viennent, discutent, etc. Et même plus que le fait de manger ce pain grillé, c'est vraiment aussi l'odeur sur laquelle on va travailler et qui va créer du lien, de la convivialité, vraiment cette approche vraiment domiciliaire. Que dire? Voilà, mettez des grille-pains partout et profitons de la vie. Une petite nuance.
Pour ceux qui sont directeurs, parmi ceux qui nous écoutent, vous savez que vos installations électriques ne permettent pas toujours qu'on puisse brancher certains outils. Donc, en général, on essaie de passer quand même par un sas d'analyse via le service technique de est-ce que cet outil est OK, d'autant plus que, en tout cas, dans les maisons, mettre un couteau dans un grille-pain peut être extrêmement dangereux. Donc, ça fait sauter tous les plombs, etc. C'est pas pour rien. Donc, il y a quand même un sas de sécurité à franchir dans cette situation. Je rappelle quand même qu'il y a une obligation de sécurité inscrite dans l'article L311-3 et L313-12 du CASF. Donc, n'hésitez pas quand même à vérifier les installations, à vérifier aussi la capacité de la personne à pouvoir gérer cet outil, puisque ben oui, c'est un risque de brûlure. Et il pourra vous être reproché une mise en danger d'autrui si effectivement la personne n'avait pas la capacité de prendre en charge en fait le fait de faire griller sa biscotte, malgré toutes les odeurs que ça puisse avoir de plaisantes. Voilà, alors c'est pour ça que j'étais très mignonne. Je l'ai mis dans un espace collectif, accompagné, etc. Il n'empêche que j'invite tous les directeurs qui suivent ce webinaire de se poser la question que si Madame Dupont, la veille au soir, avant de rentrer dans son établissement, se fait son pain grillé chaque matin, franchement, posez-vous la question de pourquoi lui interdire de faire Ben, son pain grillé. c'est que ça va même plus loin, c'est que si vous voulez, si c'est un non par principe, alors que tout est OK pour le faire, on peut aussi venir reprocher une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens, en fait, le tout sécuritaire peut aussi être reproché. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours évaluer. Voilà, donc voilà, ce premier petit déjeuner, cette évaluation en fait entre ce qu'elle faisait la veille à son domicile et l'entrée en établissement, il y a vraiment trop de protection en moins de 24 heures qui fait qu'on va accélérer la dépendance et c'est vraiment aussi le combat qu'on peut illustrer par le grille-pain, mais voilà, il faut vraiment l'imaginer comme ça. L'établissement a-t-il le droit de mettre de la nourriture à disposition des résidents? Un résident a-t-il le droit d'avoir des aliments dans sa chambre, voire même un frigo? Alors, donc oui, on peut mettre à disposition de la nourriture en libre accès. C'est pas automatique et c'est pas dans tous les établissements et j'en visite quelques-uns. Euh, Souvent, c'est oui, mais si c'est une personne qui est diabétique, comment on fait pour gérer, etc. Alors, sachez quand même que de plus en plus d'établissements prennent en fait le parti de s'appuyer sur le plaisir, plus que sur le côté médical. Et souvent, en fait, même tout l'aspect diabétique, gestion du sucre, commence à passer au second plan, en fait, de ce qu'être âgé et être à la fin de sa vie. Mais en œuvre. Donc voilà. Le droit au respect du mode de vie, encore une fois, est inscrit dans la charte, dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc mettre de la nourriture à disposition, c'est favoriser les droits des personnes et en tant que accompagnant de personnes vulnérables qui ont des droits, votre rôle, c'est d'accompagner ces droits. Donc évidemment, on favorise au maximum tous ces produits-là. Là où il faut faire attention, c'est évidemment de respecter en fait toutes les normes d'hygiène. Donc on va favoriser quoi? On va favoriser des fruits, des gâteaux qui sont en sachet, en vérifiant évidemment les dates de limite de consommation, des boissons qui soient adaptées pour le plus grand nombre. Et évidemment, une surveillance pour les personnes qui seraient en difficulté ou qui auraient un traitement, ou par exemple qui demain matin doivent avoir une prise de sang à jeun. Enfin voilà. Donc évidemment, on met en œuvre toutes ces choses-là. On respecte bien le pack hygiène, hygiène HACCP avec. Je peux vous donner, si vous voulez, des mots règlement communauté européenne numéro 852-004 pour vous dire que oui, il existe des normes qu'il faut respecter et que vous respectez au quotidien. Concernant cette histoire de frigo, euh, ça c'est pareil. Attention que l'outil soit adapté, c'est comme le grille-pain. Est-ce que l'établissement peut brancher un outil supplémentaire sur une prise sans risquer un incendie ou sans risquer de faire sauter tout dans l'établissement? Ça c'est pareil, c'est votre sas de vérification et je suis sûre que vous le faites déjà. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est périssement en fait, des denrées en fait dans le frigo. Et c'est en ça que je suis un petit peu mesurée parce que c'est vrai que
En ayant été professionnelle aussi, et notamment en direction d'EHPAD, avoir un frigo, ça signifie aller vérifier que votre résident ne s'est pas fait apporter une tête de cochon dans le frigo. Et c'est du vécu. Donc, la famille avait apporté ça, l'avait mis dans le frigo. Autant vous dire que ça pourrit, ça peut être dangereux. Donc, voilà, qui va gérer ça? Qui va aller regarder ce qu'il y a dans le frigo? Ça reste quand même... Alors, oui, on parle de lieux privés pour la chambre du résident, mais vous avez quand même cette obligation de sécurité de devoir évidemment surveiller tout ce qui peut être mauvais dans l'établissement. Et donc, les frigos, ça reste quand même un sujet, même si on invite évidemment les personnes à être au maximum de leur mode de vie souhaité. Merci Marine. Alors, moi, cette question-là sur l'établissement, a-t-il le droit de mettre de la nourriture à disposition des résidents? Ça me fait plutôt penser à la formation qu'on avait faite avec Aline, on avait une directrice qui était hyper motivée et en fait des professionnels qui étaient hyper angoissés. Donc, ça rejoint en fait le problème je dirais, de la formation des professionnels qui sont très peu formés finalement à tous ces risques comme tu as dit tout à l'heure, Marine, pouvoir l'accessibilité pour qui, etc. Et que parfois, effectivement, à un moment donné, les personnes doivent manger plutôt comme ça, etc., pour X ou Y raison. Mais une fois qu'on les met dans le mixé, on repassera rarement dans l'autre sens. Donc, il n'y a jamais ou très peu de réévaluation. Donc, c'est juste cette mise en garde sur finalement, le professionnel ne prend aucun risque parce qu'il n'a aucune maîtrise enfin, il ne connaît pas les droits, en fait, il a peur parce qu'il n'a pas été formé. Et puis, le fait d'avoir des frigos dans les chambres, c'est une vraie, on va dire, philosophie d'un établissement à l'autre, c'est complètement Oui, différent. oui, D'une tout à fait. expérience à l'autre aussi, c'est-à-dire que si on a eu une mauvaise expérience, on va d'entrée de jeu en tant que directeur d'établissement interdire tous les frigos, comme on pourrait avoir une mauvaise expérience avec des animaux de compagnie, etc. On voit que l'expérience va jouer finalement sur le fait d'accepter ou pas. Donc oui, c'est autorisé, oui, on va faire attention au risque incendie. Mais là aussi, je pense que c'est une surveillance. En fait, il y a juste cette traçabilité à mettre en route. Alors, le juste, c'est bien Delphine qui le dit parce que elle n'est pas avec 150 habitants pour lequel elle doit surveiller. Mais en tout cas, voilà, je vais probablement impliquer les habitants, leurs familles, etc., et leur expliquer le fonctionnement. Et puis, si effectivement on se retrouve face à une difficulté, pareil, un frigo, c'est pas forcément jusqu'au bout. Si à un moment donné, le frigo est plutôt source de risque, qu'il est anxiogène et que finalement on n'arrive plus à le gérer dans de bonnes conditions, là aussi, ça va être un travail qui va être réfléchi avec la personne, les familles et les professionnels. Donc voilà, il y a toujours à chaque fois pour chaque élément en fait nouveau, il va falloir entamer cette réflexion un peu pluridisciplinaire, mais qui va intégrer systématiquement les familles pour lesquelles elles sont souvent exclues dès le départ. Mm. Un directeur souhaite arrêter les compléments nutritionnels locaux car ils sont mal distribués, mal consommés. Il préfère maximiser sur des repas plus gourmands. Oui. Merci Delphine. Question suivante. Oui et non. Je m'en C'est-à-dire doutais. Pardon. Le directeur seul, non. Mais oui, sous condition et dans un espace de concertation. C'est-à-dire que si c'est une politique de réorganisation nutritionnelle et pas un arrêt unilatéral de la part d'un directeur qui a décidé qu'il avait un combat à mener contre les CNO, voilà. Les CNO, c'est ces fameux compléments nutritionnels oraux. Ils nécessitent une indication médicale. Ils sont délivrés sur prescription, à moins que je dise une bêtise. Il me Non, semble non. que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils font partie en fait intégrante d'un traitement de la dénutrition ou de sa prévention. Donc on peut tout à fait acter et les recommandations vont vers cela. L'alimentation plaisir avant toute chose, ça c'est une certitude. Mais si jamais il y a une difficulté médicale et il y a un vrai problème qui implique en concertation avec les médecins de mettre en place un CNO, le directeur d'établissement ne peut pas arriver pour dire on arrête tout.
Je rajouterais juste que s'ils les arrêtent que parce qu'ils sont mal distribués et mal consommés, il va falloir aussi qu'ils révisent ces organisations. Exactement, exactement. Et je pense qu'un staff pluridisciplinaire pour réorganiser parce qu'il est probable, c'est pas de changer, d'enlever les CNO qui va permettre une meilleure distribution et une meilleure consommation par ailleurs. Donc c'est bien tout un schéma d'organisation qu'il va falloir revoir. Tout à fait. Un résident a-t-il le droit de boire de l'alcool malgré une contre-indication? Allez, vas-y, Delphine. Que dire? Ben, s'il y a une contre-indication, là c'est pareil. Moi on va interroger finalement, on va donner une information claire et précise à l'habitant et ce sera, même s'il a une contre-indication médicale, c'est lui, si il a eu une information claire sur les risques, c'est lui qui décidera de ce qu'il souhaite et ce qui est bon pour lui ou pas. Mais en tout cas, le droit de décider en toute connaissance de cause. Ensuite, quand je vois cette belle bière ou même ce vin, aujourd'hui, on a les possibilités de boire finalement de la bière sans alcool. Bon, le vin, je sais pas, j'ai jamais goûté de vin sans alcool, mais il paraît que c'est pas encore top. Voilà. En tout cas, on va trouver avec lui une solution pour qu'il puisse continuer à avoir du plaisir et qu'il puisse quand même continuer de vivre encore longtemps et heureux. Je suis tout à fait d'accord. Un résident a le droit de consommer de l'alcool, même contre avis médical, malheureusement, puisque de toute façon, c'est son avis qui va primer. Et puis en plus, l'humain est tellement bien fait qu'il va réussir à faire une contrebande et finira toujours par réussir à se fournir en alcool. Donc en fait, de toute façon, c'est une lutte qui est vaine, mais de toute façon, il faudra vérifier et il faudra le faire en équipe et il va falloir voir s'il y a des choses qui sont en contradiction. Par exemple, je pense à la prise de benzodiazépines qui peuvent être dangereuses avec, et il y en a beaucoup en EHPAD, qui peuvent être dangereuses avec la prise d'alcool, etc. Donc ça, c'est souvent, en fait, l'alcool, la question de l'alcool, c'est souvent une politique dans les établissements. On restreint pas. Il y a même des établissements qui vont venir en systématique servir un verre à tout le monde à table sans même se poser la question de savoir s'il y a un traitement ou pas. Donc ça, c'est très, très politique. Il faut savoir que de plus en plus, on s'oriente au niveau des recommandations de bonne pratique et il y a des études qui sont en train d'être menées sur... enfin, c'est une question, en fait, si vous voulez, de santé publique, mais du coup, comment est-ce qu'on peut concilier en fait la vie en collectivité, le fait que bah, potentiellement ça va entraîner des chutes de la personne, ou ça va potentiellement exacerber son agressivité, ou ça va créer des violences, etc. Où là, du coup, il faut mettre, et c'est une recommandation que je vous fais, il faut mettre en place vraiment un plan dans vos établissements qui soit en rapport avec l'alcool. Il faut ne pas hésiter à le mentionner dans le règlement de fonctionnement, ne pas hésiter à le mentionner dans le projet d'établissement, de dire comment est-ce que l'alcool est géré dans les établissements. Et une personne qui ne veut pas se soigner et qui ne veut pas se sevrer ne le fera pas. Donc, de toute façon, ça reste du libre choix, ça reste du consentement éclairé, etc., malgré la contre-indication médicale. Et la frustration, c'est jamais bon. Un résident a-t-il le droit de cuisiner, comme éplucher des légumes ou faire un gâteau, pour le repas de son établissement? Ça, c'est compliqué. Ouais, alors, le résident a-t-il le droit de cuisiner? Alors, oui, d'éplucher les légumes, faire un gâteau, par exemple. Alors, s'il fait un gâteau, s'il y a un établissement avec 100 habitants, avec un gâteau, il ne va pas nourrir 100 personnes. Donc, en fait, souvent, ce que je vois là-dedans, c'est surtout, oui, j'ai le droit de cuisiner. Deux, chaque personne a la nécessité de se sentir utile et donc de participer. Oui, si on rassemble les conditions évidemment nécessaires sur la traçabilité, etc. Donc c'est souvent il y a beaucoup d'ateliers de cuisine dans les établissements, peut-être, alors beaucoup, mais peut-être pas assez en tout cas. L'idée, c'est que on puisse effectivement participer, faire plutôt par petits groupes où on va ensemble réaliser un atelier, faire un repas, faire un gâteau et le partager pour ce petit groupe. Donc, c'est pas un résident qui va se mettre à faire tout le repas pour tout l'établissement. Et il y a des établissements où, effectivement, il y a des petits groupes le soir qui participent à l'épluchage des légumes pour faire la soupe
pour l'ensemble des habitants. Voilà. Donc, oui, la réponse est oui. Oui, oui, ben, c'est très bien en fait que tu aies pris les choses dans ce sens-là parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout envie de dire qu'il faut pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même en attention, les EHPAD et les établissements d'accueil sont des établissements d'alimentation collective. Donc, il faut quand même faire attention à garantir la salubrité des denrées, la traçabilité, comme tu l'as dit, la maîtrise des risques microbiologiques, le respect des procédures HACCP. Et en fait, en réalité, ce qu'il faudrait faire, ce serait équiper chacun des résidents de la façon avec laquelle est équipé un cuisinier. C'est-à-dire qu'il faudrait se laver les mains, mettre les gants adaptés, il faudrait avoir une charlotte, il faudrait, voilà. Donc c'est vrai que ce que tu préconises de petits groupes et de plutôt le gâteau, voilà, ne pas toucher à la viande, ne pas pratiquer, ne pas manipuler les œufs et tout ça, c'est éviter au maximum en fait qu'il puisse y avoir un risque de contamination dans ces ateliers d'épluchage et les ateliers de cuisine. Pourquoi est-ce que j'aime pas dire qu'il faut faire attention? Bah parce qu'en fait, c'est les activités qui fonctionnent le mieux et notamment avec les personnes qui commencent à avoir des troubles cognitifs. On le sait, hein, l'épluchage, etc. C'est voilà, c'est vraiment de la thérapie non médicamenteuse en fait à ce stade. Donc, ce serait dommage en fait de dire que c'est interdit, mais il faut que ce soit encadré au maximum et que ça aille le moins possible dans la restauration collective en fait, tout simplement. Ok. Et évidemment, faire attention aussi à la protection du résident, hein, ne peut-être pas le laisser cuire lui-même les choses pour éviter les brûlures, le risque incendie et tout ça. Très bien. Bah, je vois qu'on arrive au terme des questions. Donc, je reprends rapidement en conclusion surtout ce que vous avez toutes les deux redit. Et j'ai trouvé plutôt intéressant cette notion de chaîne de responsabilité. Et puis, on prendra des questions dans le chat. J'ai vu qu'il n'y en avait pas pour l'instant. Mais donc, n'hésitez pas, pendant qu'on fait cette conclusion, à noter quelques questions. Vous pourrez prendre la parole aussi au micro si vous le souhaitez. Donc voilà, donc bien sûr, je vous enverrai la présentation, mais cette chaîne de responsabilité, j'ai trouvé plutôt intéressante, hein, globalement, ce que disait Marine sur le premier volet, quand on parlait des textures modifiées, que bah, chaque intervenant de l'EHPAD a sa propre responsabilité à son échelle, mais que bien évidemment, alors bien sûr, il y a le médecin traitant, le médecin co, le directeur, l'équipe soignante, l'équipe cuisine, le résident, tous ces gens-là ont des niveaux de responsabilité à leur niveau, mais ce qu'il faut bien entendre, et ce que je pense Delphine et Marine ont bien redit, hein, c'est que c'est avant tout le résident qui décide, mais ensuite, c'est des décisions collégiales qui doivent être prises en équipe voilà, en tenant compte de la sécurité du résident, mais aussi de sa liberté et de son plaisir. Du coup, voilà, je vais arrêter peut-être la présentation pour qu'on se voit tous. S'il y a des personnes qui veulent poser une question, ouvrir le micro ou mettre dans le chat, n'hésitez pas. Il nous reste, voilà, on peut se prendre encore 5 petites minutes, on va déborder, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse la parole. Allez-y. Bon. Oui, bonjour, vous m'entendez Oui, bien? oui, très bien. Oui. Donc, je suis Aurélie Dubois, hein, directrice autonomie Grand Âge, CCAS Ville de Tours. Un grand merci d'avoir pu permettre cette présentation. Puis alors moi, je suis toujours Aurélie, tu peux peut-être mettre ta caméra là, non? Ce serait bien qu'on te voit. ouais. Alors, hop, tac. Je sais pas si ça marche. Ah, désolée. Tant pis, je suis désolée. Bon. Vous m'entendez toujours bien? Oui, pas de souci. Donc moi, je suis toujours ravie d'avoir le binôme Delphine et Marine, parce que clairement, en tant que directrice, voilà, on est toujours un petit peu en balance entre la sécurité, voilà, de la personne accueillie et hébergée, mais habitante, clairement, et puis ses droits fondamentaux. Donc un grand merci parce que ça a complété voilà, des questions que du coup j'avais, donc impeccable. Et on va développer effectivement le côté pluridisciplinaire sur plusieurs thématiques avec l'appel à projet. On a répondu à un appel à projet sur la dénutrition. Donc là, c'est parfait. Donc merci pour les outils. Du coup, on va s'en inspirer. Donc voilà, encore un grand merci pour ce duo de choc, je dirais. Merci à vous, merci beaucoup. Ouais, mais même on peut dire trio, puisqu'avec Aline aussi, on travaille beaucoup sur cette approche. D'un côté, avec Marine, ça va être tout le côté juridique, et avec Aline, ça va être beaucoup plus sur le goût et puis plus le côté bon.
J'ai un mot en tête, c'est le grammage, en fait, tout ce qui va être autour de la nutrition, en fait, au sens pur. Mm. Et juste, Madame Dubois, on vous enverra bien sûr le replay. Et ce qu'on a prévu de faire, c'est de vous faire une petite synthèse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments techniques du droit. Donc, on essaiera de vous envoyer une petite synthèse, voilà, de résumé de tout ce que Marine et Delphine vous ont dit, pour que vous puissiez vous en appuyer aussi par la suite et que ça puisse vous aider au quotidien. Et puis Parfait. peut-être préciser aussi que l'ensemble des recommandations, vous pouvez les trouver sur le site de ilex.fc, ilexfc.com plutôt, voilà. Il y a Je vais le peut-être marquer. quelque chose sur lequel je suis pas sûre qu'on ait beaucoup insisté, bon parce que voilà, c'est le projet personnalisé. En fait, c'est vrai Ouais, c'est qu'il y a vrai. toutes les questions qui ont été abordées. Finalement, elles peuvent toutes faire l'objet d'une petite ligne dans le projet personnalisé quand vous aurez élaboré en fait en équipe avec le résident et sa famille sur ce qu'il souhaite. Je pense notamment à l'alcool, je pense à l'histoire du frigo. En fait, tout ça, c'est des choses que vous pouvez mentionner. Vous pouvez que faites-le. Faites-le, ce ne sera que du plus. Et en plus, ça permettra un suivi dans les objectifs qui sont mis en œuvre, de voir aussi si c'est rempli. Et voilà, donc saisissez-vous. Je sais que c'est difficile à mettre en place, hein, ces projets personnalisés de la façon avec laquelle la Haute Autorité de Santé voudrait qu'on le fasse. Donc, mais en tout cas, qui peut le moins, si vous arrivez déjà à faire quelques projets personnalisés en pluridisciplinaire et avec les parties prenantes, n'hésitez pas à faire figurer toutes ces indications-là. Donc, Et Alors, Marine, effectivement, le projet oui. personnalisé, pardon, je vous ai coupé, le projet personnalisé, Marine, doit être évalué parce qu'on imagine que le résident évolue aussi cognitivement et peut-être dans ses préférences aussi. Il Il y doit être a... réévalué à chaque fois qu'il y a un nouvel événement dans sa vie. C'est-à-dire que si demain la D'accord. personne chute, se retrouve à l'hôpital et immobilisée, on réévalue le projet personnalisé. Encore une Ok. fois, ce sont des choses, j'ai conscience hein, du manque de temps, de la chronophagie que ça représente. Mais normalement, voilà, l'idée même du projet personnalisé, qui est l'un des 7 outils de la loi 2002, hein, c'est inscrit dans la loi. Ce projet personnalisé doit être réévalué, bien sûr, et doit être fait dans les 3 mois d'admission de la personne. voilà, et il est réévalué automatiquement, enfin automatiquement, obligatoirement tous Chaque les année. ans et à Mm. chaque grand changement. Mais Exactement. voilà, attention, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que justement, la personne change Mm. de goût, d'envie, etc. Et que parfois, la personne est arrivée et a dit que elle prenait du café au petit déjeuner et de la confiture de fraises. Et 5 ans plus tard, elle est toujours au café et à la confiture de fraises. Et peut-être qu'elle n'en a plus envie ou qu'elle aimerait du Mm. changement de temps en temps. Donc c'est bien aussi de réinterroger les pratiques au quotidien et puis parfois d'accepter l'idée que le projet personnalisé il va avoir des axes complètement différents. Éventuellement, une petite dernière question, si on y répond rapidement. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, a priori, on a plutôt bien ciblé les questions et vous avez été très, très clair dans vos réponses. En tout cas, je vais vous remercier vraiment Marine et Delphine pour ce temps, pour le travail que vous avez effectué, pour ce travail de recherche aussi. Merci à tout le monde d'être là. Je vous enverrai donc, comme je vous l'ai dit, le support de présentation, un petit résumé de tout ce qui a été dit et bien sûr le lien vers le replay. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit justement, à force d'avoir parlé de nourriture.